Reviendra-t-il se demanda Orcaille. Puis il pensa. Pourquoi reviendrait-il? Il pourrait simplement m'abandonner et aller mourir dans un coin. Non, tâcha-t-il de se convaincre. Il reviendra. Même dans ce cas, sera-t-il encore temps? Quand bien même il reviendrait, quelle chance aurait-on de rejoindre la communauté, la ruche, avant qu'il ne meure? Surtout, n'est-ce pas dangereux de prendre la route seul? Il regarda alentour. Sur un côté de la route s'érigeait une série de murs de briques qui semblaient avoir été inexorablement mâchés par endroits. Un trottoir accidenté les longeait. En face, un parking presque vide, sinon pour les carcasses rouillées de deux voitures empilées l'une sur l'autre. Au-delà, la devanture d'une boutique à laquelle manquait la vitrine, sa façade érodée. Nulle part où se cacher. Un peu plus loin, à environ une centaine de mètres, on apercevait ce qu'avait dû être autrefois un petit parc, les montants et la chaîne d'une balançoire, son siège réduit à néant. Quelques larges rochers, le tronc fendu d'un arbre massif, mieux que rien. Il se dirigea vers le parc en rampant vers l'arrière à l'aide de ses bras, ses jambes traînant à sa suite. Après plus ou moins 10 mètres ainsi, ses mains le faisaient souffrir. 10 mètres plus loin, elles étaient écorchées et ensanglantées. Il voulait s'arrêter, essayer de se persuader que c'était superflu, qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, que les gardiens n'étaient probablement pas à ses trousses. Mais il s'obstina. Quand il quitta le goudron pour la terre, ce fut un peu mieux, un peu plus doux en tout cas. Mais très vite, ses mains commencèrent à l'irriter. Il pouvait voir le sillon laissé dans la terre par ses jambes inertes, de longues lignes. Il entreprit de les effacer, mais le résultat n'en avait pas l'air plus naturel. « S'ils me traquent, pensa-t-il, ils me trouveront. Cela ne sert à rien. » Mais il ne pouvait s'empêcher de continuer. De plus près, le tronc d'arbre était plus large qu'il n'apparaissait. Il se tira derrière la souche qui le dissimulait presque entièrement. À travers une fissure située à mi-hauteur du tronc, en dessous de l'endroit où l'arbre avait été fracturé, il apercevait un morceau de la route. Il s'installa ici, en attendant le retour de Katik. Une demi-heure passa, ou peut-être plus, impossible à dire. Aucun signe de Katik. Peut-être que l'hôpital était plus loin qu'il ne l'avait estimé, ou peut-être ne reviendrait-il pas après tout. Le vent se leva, et effaça ses traces bien mieux que tous ses efforts ne l'avaient fait. Aplati contre le tronc, ses yeux et sa bouche étaient à l'abri, mais sa gorge était toujours sèche, et il était pris d'une envie de tousser. « Quelle heure est-il » se demanda-t-il. Puis il se souvint qu'une telle question avait peu de sens dans un tel endroit. Le soleil était haut quelque part dans le ciel, complètement perdu dans le brouillard. Peut-être même commençait-il à descendre. C'était tout ce qu'il pouvait en dire. Puis il l'entendit. Une voix. D'abord, il pensa que c'était Katik qui était revenu et l'appelait, le cherchait. Et il s'en fallut de peu qu'il ne le hèle et lui fasse signe. « Mais non !» prit-il soudain conscience. La voix n'était pas assez plate, n'était pas déformée par le haut-parleur de la combinaison de protection. Puis il perçut une autre voix qui répondait à la première. Les deux voix parlaient fort, criaient pour se faire entendre malgré le vent. Quand il entendit encore les voix, il se rendit compte qu'elles s'approchaient. Il y eut un long silence. Puis une voix retentit de nouveau, encore plus proche. Et cette fois, il parvint à comprendre les mots. « Frère !» appela la voix. « Il n'est jamais trop tard !»« Frère, nous croyons que tu avais l'esprit troublé ou confus, ou étais en proie à un cauchemar ou à la panique, et que c'est pour cela que tu as fait ce que tu n'aurais pas dû faire. Et pour cela nous te disons, aucun mal irréparable n'a été commis. Notre frère fut grièvement affligé, mais il ne mourra pas. Frère, si tu nous entends, reviens à nous, et joins-toi à notre tâche commune. » La voix se tut, et on n'entendit plus rien pendant un moment. Puis une autre voix parla à sa place, celle-ci plus grave, encore plus puissante que la première. « Mais si tu ne te présentes pas, nous secourons la poussière de nos pieds, et nous te maudirons, frère. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et ceux qui sont contre nous sont les ennemis de Dieu. Et le sort des ennemis de Dieu
et des plus funestes. La voix se tut. Une brève dispute éclata entre les deux individus, mais leur volume était trop bas pour que Orcaille en comprenne l'argument. Puis ils traversèrent succinctement la portion de route que Orcaille pouvait voir à travers le tronc. Ils étaient trois, tous pâles, tous chauves et glabres, tout comme lui. L'un d'eux était plus imposant que les autres, et avait perdu une oreille. Sans doute, raisonna Orcaille, avant, alors qu'il était encore humain. Autrement, celle-ci aurait repoussé. Il portait des tuniques poussiéreuses, identiques à celles que portait Manori, ainsi que des sandales. Le grand type se disputait avec l'un des deux autres. Le troisième traînait derrière. Aussitôt apparus, ils disparurent. « Frère !» entendit-il crier de nouveau. Il imagina depuis son tronc que ce devait être celui à qui il manquait une oreille, qu'il mettait ses mains en porte-voix alors qu'il s'éloignait, tout en le hélant. « Frère !» fit la deuxième voix. « C'est ta dernière chance !» Il resta aussi immobile qu'il le put, figé derrière la souche. Il tendit l'oreille alors que les cris se prolongeaient, en s'éloignant peu à peu. « Ma dernière chance !» pensa-t-il. Il se demanda fugacement s'il devait lever la main, les appeler, et se révéler à eux. Ils étaient après tout ses semblables. Mais si c'était un piège, et s'il ne cherchait qu'à le faire sortir de sa planque pour le tuer? Il trembla malgré lui derrière le tronc, se sentit prisonnier. Mais l'idée que ce ne soit pas un piège, s'aperçut-il, tapi dans sa cachette, ne le rassurait pas non plus. Il se souvint du zèle singulier de Manori. Il l'entendait dans la voix des autres aussi, dans les mots qu'ils choisissaient, leur langue pétrie de tournures bibliques. Serait-il vraiment capable de supporter une telle vie, une vie passée essentiellement en stockage, dont les quelques jours écoulés à l'air libre seraient dédiés à un idéal religieux? « Non merci, pensa-t-il. Je préfère encore tenter ma chance avec Katik. »« Où est Katik ?» se demanda-t-il, avant de se rendre compte que la mule allait revenir par la même route qu'empruntaient les gardiens, que leur chemin allait sans doute se croiser. S'ensuivirent des heures d'attente passées dans un état de panique. Il imagina Katik tomber sur eux, essayer de fuir, et le grand gardien à qui il manquait une oreille le plaquer au sol et lui écrabouiller la tête avec une pierre. Il imagina que Katik avait entendu leurs cris et avait anticipé leur venue en leur tendant un guet-apens, leur bondissait dessus et les tuait. Mais comme sa combinaison se déchirait pendant le combat, il mourrait quand même. Il imagina la tête de Katik arrachée de son cou et empalée sur une lance, la lance plantée au milieu de la route en guise d'avertissement pour les autres. Il lui faudrait ramper sur les 50 ou 60 kilomètres restants. Sur quelle distance pourrait-il se traîner tout seul? 1 kilomètre? Il était tellement préoccupé, tellement absorbé par la pensée des manières dont mourrait Katik et de sa propre mort ultérieure, qu'il manqua presque de remarquer ce dernier, et ce fut par chance qu'il leva la tête assez haut pour l'apercevoir plus bas sur la route, à l'endroit où celui-ci l'avait laissé, le cherchant désespérément alentour. Orcaille sortit la tête de derrière son tronc et lui fit signe de la main. Comme la mule ne le voyait pas, il l'appela. Sa voix galvanisa Katik qui se jeta au sol et rampa à l'écart de la route. Il s'était volatilisé. À l'aide de ses bras, Orcaille se hissa plus haut sur la souche, jusqu'à ce que sa tête, ses épaules et son torse soient clairement visibles. Mais il ne voyait toujours pas Katik. Puis il entendit derrière lui « Ce n'est que vous, charge !» Il se retourna d'un trait, perdit l'équilibre et tomba dans la poussière. Katik s'abaissa et le souleva, en le pressant contre sa poitrine, à défaut de pouvoir mieux le saisir. Il le hissa sur ses épaules. « Ils sont venus !» dit Orcaille. « J'ai dû me cacher !»« Ils ne vous ont pas vu ?» Orcaille fit non de la tête, avant de se rendre compte que Katik, sous lui, ne pouvait pas le voir. « Non !» lui répondit-il. « Ils ne m'ont pas vu. Et toi ?»« Non, je les ai entendus appeler. Ce sont les hommes de la montagne. » »« Certainement, ils me cherchaient. » Katik se contenta de grogner. Il rejoignit la route et se mit en marche. « Il faudra qu'on emprunte un autre chemin, » dit Orcaille. « On ne peut pas continuer sur cette route. »« On passera par le sud. Il y a une large route allant vers le sud près de l'hôpital. On la suivra, puis on essaiera de rattraper l'autoroute.
Es-tu sûr qu'ils ne vont pas rebrousser chemin? Es-tu sûr qu'on ne va pas tomber sur eux? Comment pourrais-je en être sûr? Mais si la chance est de notre côté, on les entendra avant qu'ils ne nous voient. Et en effet, en arrivant près de l'hôpital, Orcaille reconnut leurs cris. « Je les entends !» chuchota-t-il en tapotant sur la capuche de Katik pour attirer son attention. Katik le fit descendre de ses épaules et abandonna immédiatement la chaussée. Il y avait une école, mais elle était éloignée, séparée par un parking. D'abord, il sembla que Katik se dirigeait vers elle, mais il poussa bientôt Orcaille sous un camion décrépit. Il frotta rapidement de la terre sur sa combinaison pour en estomper la couleur, puis se glissa à ses côtés. « Est-on en sûreté ici ?» lui demanda Orcaille. « Est-on suffisamment dissimulé ?» « On ne tardera pas à le savoir, » lui répondit Katik. « Il est trop tard pour s'en inquiéter. »« Mais on pourrait... » Pas un mot de plus. Ils approchent. En vérité, de longues minutes s'écoulèrent avant qu'ils n'arrivent, précédés de leur voix. Orcaille et Katik restaient campés à plat ventre et attendirent. « Frère !» pouvait-il les entendre crier. « Frère ! Pourquoi te caches-tu » retentit une des voix alors que le trio s'approchait. Orcaille pouvait maintenant les voir depuis l'abri du camion. « Frère, montre-toi et communie avec nous. Prends la place qui te revient parmi nous. » C'était le type imposant auquel il manquait une oreille. « Frère !» fit une nouvelle voix appartenant à un autre de plus petite taille. On le distinguait des deux autres grâce à son visage bouffi. « Si tu te montres maintenant, ça vaudra mieux pour toi que si nous devons te chercher !» Le troisième homme ne dit rien pour l'instant. De loin, il ressemblait suffisamment à Orcaille pour être son véritable frère, plutôt que son frère métaphorique. « Ai-je eu un frère ?» se demanda Orcaille. « Ai-je un frère ?» Il observa le dos luisant de leur crâne alors qu'ils s'éloignaient. « Frère !» cria de nouveau le grand type. « Nous te pardonnons pour ce que tu as commis. Nous ne te tenons pas responsable pour ce que tu as fait à Manori. Nous comprenons, c'est promis que ce n'était qu'un malentendu. L'homme que tu as blessé vivra. S'il était conscient, je suis sûr qu'il t'accorderait son pardon, et qu'il te demanderait de revenir parmi nous, de te joindre à notre tâche sacrée. » Il regarda rapetisser le long de la route le trio, qui ne cessait de crier pour le faire sortir de sa cachette, jusqu'au moment où ils devinrent inaudibles et disparurent dans le lointain. « Allons-y » dit Orcaille. « Non » fit Katik. « Attendons un instant. » Ils attendirent encore, aplatis sous la carcasse rouillée du camion, dans la chaleur et la poussière, aux aguets, les yeux rivés sur la route. Le silence régnant toujours quelques minutes plus tard, Orcaille renouvela sa requête. « D'accord. » lâcha Katik. « C'est le moment d'y aller. » La mule s'extirpa de dessous le véhicule. Un instant, il agrippa Orcaille par le pied et le traîna rudement hors du camion. « On va quand même emprunter l'autre route, » dit Katik. « Juste au cas où. »« Ça me va !» fit Orcaille. Il allait en dire davantage, mais Katik l'avait déjà saisi par les aisselles, le soulevait et le déposait sur ses épaules. Il n'y avait rien de surprenant à cela, si ce n'est pour ce que Orcaille aperçut. Ce fut rapide. Il n'était pas sûr d'avoir bien vu. Katik avait déjà entamé sa marche, suivait le bord de la route, au cas où le trio déciderait de revenir en arrière. Il se déplaçait à grands pas, en ballottant le corps de Orcaille. Mais celui-ci parvint tout de même à se contorsionner pour inspecter le dos de la manche droite de la combinaison de son porteur. Un petit accroc, 3 ou 5 centimètres de longueur, dans la couche externe de la combinaison, pour ce que Orcaille pouvait en juger. Ça avait dû arriver au moment où Katik avait rampé sous le camion. C'eût été pire si la peau avait été atteinte. Mais quand même, cet accroc soumettait son corps au moins en partie à une exposition malvenue. Sans aucun doute, l'air le tuerait plus rapidement. Orcaille ouvrit la bouche pour parler, mais s'interrompit. Devait-il dire quelque chose ? Katik allait bientôt mourir de toute façon. S'il apprenait que sa combinaison était entaillée, abandonnerait-il plus tôt ? De plus, il ne s'agissait que du bras, pas de son torse ou de sa tête, et cela ne ferait donc pas une grande différence. Cela n'allait même probablement pas accélérer sa mort. Ou bien, est-ce le raisonnement que je me tiens parce que je ne souhaite pas avoir à lui annoncer la mauvaise nouvelle ? Un bien piètre gardien de l'humanité.
Ils brinque-ballèrent le long de la route, tandis que Orcaille tournait le problème dans tous les sens, cherchait à déterminer ce qu'il valait mieux faire, ou s'il devait faire quoi que ce soit. Mais quel que soit l'angle par lequel il attrapait la chose, il trouvait toujours une raison pour douter de sa décision. Et ainsi, finalement, il fut plus facile de laisser la question en suspens, de ne prendre aucune décision du tout. « Je m'en soucierai plus tard, » se disait-il. « Peut-être. » La route qu'ils empruntèrent vers le sud contournait l'hôpital où ils avaient tué le renégat, où Katik avait supposément déposé le corps de Kanik. De l'autre côté s'élevaient les restes d'un muret de briques, au-dessus duquel étaient visibles les façades arrière d'immeubles relativement intacts, sinon pour leurs terrasses décrépites. La route se fit rapidement plus étroite. Ils dépassèrent l'hôpital et aperçurent derrière son parking une série de bâtiments médicaux, dont une devanture effondrée, par laquelle se répandait un amas de membres prosthétiques à moitié fondus. On pouvait lire sur ce qui restait d'un panneau situé plus loin « Monta Pédia », comme une sorte de guide de référencement absurde, songea Orcaille contre toute logique. En face, le muret de briques s'évanouissait, et le dos des immeubles était remplacé par des façades de maisons. Ils traversèrent encore une large chaussée. « Devrait-on bifurquer » demanda Orcaille. Mais Katik répondit « Non, pas encore. » Au bout de la route, au lieu de maison, se trouvait un vaste parking et un grand immeuble, dont la façade de verre était éclatée, révélant de petites bouteilles rangées dans des étagères ou jonchant le sol. « Peut-être une pharmacie » pensa Orcaille. Puis encore des maisons. Leur façade arrière, cette fois-ci, juchait sur une colline surplombant la chaussée de quelques 500 mètres. De l'autre côté, on n'apercevait ni immeuble ni maison, mais seulement un escarpement qui tombait en pente raide. Orcaille pouvait voir la route s'élevant devant eux et comprit qu'ils grimpaient de nouveau. Katik avait ralenti le pas, ne courait plus à présent, et Orcaille entendait le souffle irrégulier de sa respiration grésiller à travers le haut-parleur. Ils traversèrent une nouvelle route, celle-ci bifurquant rapidement hors de vue, aussi bien à gauche qu'à droite. Orcaille demanda s'il devait l'emprunter, mais Katik répondit une fois de plus que non, pas encore. Le devers à leur gauche, encore plus abrupt, était bordé par un garde-corps en métal. Au perché sur les épaules de Katik, Orcaille pouvait contempler la vallée qui s'étendait derrière. Ils arrivèrent à un autre carrefour, traversé par une route cette fois large et droite. Quand Orcaille posa de nouveau sa question, Katik lui répondit « Oui, c'est là qu'on va bifurquer. » Ils descendirent ensuite une pente douce, sur à peu près 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'ils rejoignent l'autoroute. Puis empruntèrent celle-ci toujours en direction du sud, en montant de nouveau. Ils passèrent devant un énorme centre de détention, puis un autre ensemble, clôturé de fils barbelés. La lumière était très faible. Le soleil avait décliné à l'ouest et allait disparaître d'un moment à l'autre derrière les montagnes. « Ce n'est plus que de la descente à partir de là, » lui dit Katik. Orcaille interpréta sa remarque comme une invitation à prendre la parole. « Penses-tu qu'il y en ait d'autres ?»« D'autres ? De quoi ? » ?»« D'autres comme moi, d'autres comme eux, ceux du mont Granit. » Katik ne répondit rien pendant un long moment. Et Orcaille commença donc à répéter sa question. Mais avant qu'il ait terminé sa phrase, Katik lui répondit. « Oui. »« Combien ? » ?»« Je ne sais pas. Quelques-uns. Au moins. »« Penses-tu qu'ils ont la même maladie que moi ? » ?»« Peut-être. Qu'est-ce que ça peut faire ? » Ils continuèrent en silence, Orcaille observant le soleil se coucher dans le brouillard, tandis que les nuages se coloraient de sang. Il palpa sa chemise, sentit que le cylindre était toujours à l'abri dans le pouce du gant. « Ceux de là-bas, reprit-il après un moment, les types du mont Granit. Ils croient avoir été sauvés pour une raison particulière. Ils pensent que Dieu les a choisis. » « Choisis pour quoi faire ? Pour être témoin de la fin du monde ? » ?»« Comme gardiens de la race humaine. » Katik ne répondit pas. Ils poursuivirent leur route. « C'est fou, non ?» fit Orcaille. « Pas si sûr, » répondit Katik. « Penses-tu, nous allons survivre ?» »« Je vous l'ai dit,
Je suis déjà mort. Non, je ne parlais pas de toi, mais des humains en général. Est-ce la fin pour nous? Je ne sais pas. Puis il ajouta, presque comme une idée après coup. Vous n'êtes pas humain. Je suis désolé que tu doives me porter. Je suis désolé de t'avoir achevé. Katik ne répondit pas. Orkai fut tenté de changer de sujet, mais tandis qu'ils avançaient, quelque chose d'autre le travaillait, le rongeait. Si bien que, finalement, il ne put s'empêcher de demander « Pourquoi est-ce que Kanik est mort bien avant toi ?»« On est tous différents. Mais tu m'as dit que tu étais le premier, donc ça fait plus longtemps que tu es en vie. Pourquoi n'es-tu pas mort en premier ?» Parce qu'il vous a porté le plus. Quelle différence ça fait? Beaucoup de questions. Répondit Katik, avant de faire un grand geste en direction de la chaussée devant lui. Regardez autour de vous. Il n'y a personne aux alentours pour y répondre.